À 3h17 du matin, le téléphone a sonné au bureau présidentiel de Ouagadougou. Une voix froide et tranchante a coupé l'obscurité comme une lame. Capitaine Traore, vous avez exactement 48 heures, rétablissez nos contrats miniers, rétablissez nos partenariats de surveillance. Annulez toutes les décisions que vous avez prises à l'encontre des intérêts israéliens. Soit vous partez, soit nous vous éliminons. C'est ainsi que commença l'ultimatum destiné à renverser un président africain par un coup de fil, non par des tanks, non par les urnes, mais par des menaces, une extorsion diplomatique déguisée en négociation, l'arrogance d'antan dans un costume moderne. Mais cette nuit-là, face au son brutal de l'intimidation, un homme répondit sans hésiter « Je ne négocie pas avec des extorqueurs. Je ne me prosterne pas devant des brutes et je n'abandonne pas mon peuple parce qu'une puissance étrangère l'exige. » Et à cet instant, ce qui ressemblait à une menace se transforma en erreur. Refuser mes conditions aura pour conséquence que je ferai personnellement de votre gouvernement une mise en garde pour tout dirigeant africain qui envisagerait de nous défier. La ligne s'est tue, mais ce n'était pas la fin. 30 minutes plus tard, il a de nouveau sonné. Même voix, ton encore plus assuré. Vous avez 48 heures pour quitter votre poste et céder le pouvoir à quelqu'un qui sait ce que signifie coopérer. Soit vous acceptez nos conditions, soit vous serez renversé, que cela vous plaise ou non. Cette fois, le capitaine Ibrahim Traoré, élu par son peuple, ancien combattant du Sahel, désormais président d'un pays enclavé à la volonté de fer, n'a pas attendu qu'on raccroche. Il a répondu avec la fermeté que seule la conviction s'est donnée. Je ne négocie pas avec des extorqueurs. Je ne m'agenouille pas devant des racketteurs et je n'abandonne pas mon peuple parce qu'une puissance étrangère me menace. Il a raccroché et, au milieu de l'obscurité et du silence, il n'a ressenti aucune peur. Il a ressenti de la clarté. La menace était réelle, mais sa détermination l'était tout autant. Il a composé un numéro, son chef de la sécurité a répondu, à moitié endormi. « Monsieur, il est 3 heures du matin, je m'en fiche. On vient de m'ordonner d'abandonner mon poste ou de livrer mon pays. » Il a réuni le conseil pour une séance d'urgence. Moins d'une heure plus tard, les visages les plus dignes de confiance de son gouvernement étaient assis autour de la table de crise. Le ministre de la Défense, le patron du renseignement, le conseiller aux affaires étrangères. Tout le monde comprenait que cette nuit n'avait rien d'une autre. Le président posa un enregistreur sur la table. Écoutez ce que le premier ministre d'Israël vient de dire au président du Burkina Faso. Il passa les 2 enregistrements. Les exigences, les menaces voilées, les conséquences implicites. Lorsqu'il eut fini, le silence fut absolu. Le ministre de la Défense prit la parole le premier. Ce n'est pas une querelle au sujet de contrat. C'est une tentative de changement de régime. Ainsi agissent les puissances avant d'intervenir. Le chef du renseignement acquiesça d'un air grave. Nous détectons depuis des semaines une activité inhabituelle, notamment un accroissement de la surveillance satellitaire, des sondages cybernétiques sur nos systèmes et des transferts de fonds vers des comptes suspects. Il se préparait à quoi demanda Traoré, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Pour votre éviction, soit par une démission volontaire, soit par une déstabilisation, le conseiller étranger exposa gravement l'option que beaucoup redoutaient. Vous pouvez démissionner, céder le pouvoir à quelqu'un d'acceptable pour eux et espérer qu'ils vous laissent quitter le pays vivant. Jamais, répondit Traoré sans hésiter. Et ensuite, le ministre de la Défense répondit franchement, tenez bon et préparez-vous à la guerre. Pas une guerre militaire, mais une guerre économique, numérique, psychologique et diplomatique. Le président se leva et se dirigea vers la carte de son pays accrochée au mur. Un petit territoire, 22 millions d'habitants sans armes nucléaires ni armée puissante. Il ne possédait aucune chose, la détermination à ne pas s'incliner. Parfois, refuser suffit. Il retourna à son siège et, d'une voix commandante, annonça « Nous allons leur montrer ce qui arrive quand on menace le mauvais dirigeant africain ». Il rédigea le premier plan de défense, non pas avec des armes, mais avec des alliances S. Il prit le téléphone sécurisé et commença à composer. Premier appel, Caracus. Président Maduro, Israël vient d'exiger que je quitte le pouvoir. J'appelle pour vous informer que je refuse. Deuxième appel, trône. Il me faut parler au guide suprême, commune A. Israël veut que je cède le pouvoir. Je ne le ferai pas. Troisième appel, Moscou. Mettez-moi en liaison avec le président Poutine. C'est une tentative de changement de régime. Quatrième appel, Pékin. Ligne prioritaire pour le président Xi. J'ai besoin d'un soutien économique face à la possible perte des investissements occidentaux. Son cabinet l'observait en silence. Ils assistaient à quelque chose d'inédit. Un dirigeant africain affrontant la tempête sans se prosterner ni se cacher. « Monsieur, chuchota le conseiller aux affaires étrangères, cela pourrait faire de nous des ennemis de tout l'Occident. »« Nous le sommes déjà, répondit le président. Dès l'instant où j'ai refusé de rétablir leur contrat, au cap des 20 heures de l'ultimatum, il avait déjà mis en place l'impensable. Un réseau de soutien mondial, un asile politique si nécessaire, une défense cybernétique, une assistance militaire, des alliances économiques émergentes. Mais la chose la plus importante manquait encore, son peuple.
Car si Ibrahim Traoré avait appris une chose, c'est qu'aucun dirigeant ne survit à un ultimatum si son peuple n'est pas prêt à résister avec lui. Et ce fut alors, à l'aube du deuxième jour, que la menace cessa d'être un secret confiné au bureau, car la voix de l'ultimatum ne se fit plus entendre sur des lignes sécurisées. On l'entendit sur toutes les radios du pays. Lorsque le jour se leva sur Ouagadougou, la menace n'était plus un secret. La fuite ne venait pas du gouvernement. Ce furent les chaînes israéliennes elles-mêmes, fières de leur pression, qui la laissèrent échapper. Et comme toute étincelle mal calculée, elle alluma un incendie impossible à contenir. Chaque station locale, de la plus grande à la plus humble des radios communautaires, répéta la nouvelle. Le Premier ministre d'Israël a donné 48 heures au président Traoré pour rétablir les contrats miniers et les partenariats de surveillance, faute de quoi il sera renversé. Mais la réponse ne fut pas la peur ni la panique, ce fut la fureur. À midi, des foules commencèrent à se rassembler devant le palais présidentiel. Elles n'exigeaient pas que le président cède. Ils exigeaient qu'il résiste. Les pancartes étaient en clair. Trahi reste. Nos minerais ne sont pas une propriété israélienne, plus d'espionnage étranger. Netanyahou, l'Afrique ne reçoit pas d'ordre. Certaines étaient plus poétiques. 48 heures, essayez 48 ans. Nous ne sommes pas une colonie, nous ne sommes pas des vassaux, nous sommes le Burkina Faso. La rue avait parlé et son écho franchit les frontières. À la 30e heure de l'ultimatum, le téléphone sonna de nouveau. « Capitaine Traoré, il vous reste 18 heures. J'espère que vous utilisez bien votre temps. Votre peuple n'a pas besoin de souffrir pour votre orgueil. » Cette fois, le président était prêt. « Premier ministre Netanyahou, dit-il d'une voix calme, permettez-moi de vous faire gagner du temps. Je ne démissionnerai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne permettrai pas à un gouvernement étranger de m'obliger à abandonner mon peuple. Vous ne comprenez pas ce qui vous attend. Je comprends parfaitement. Vous essayez de renverser un président démocratiquement élu parce qu'il a refusé de livrer nos ressources selon vos conditions. Mais vous avez commis une erreur. Laquelle? Vous avez oublié de demander à mon peuple s'il voulait un autre président. Et d'après ce que j'entends sous ma fenêtre, il est plutôt satisfait de celui qu'il a. Cette foule ne vous protégera pas de ce qui vient. Cette foule, c'est ce qui vient. 22 millions de Burkinabés qui viennent d'apprendre qu'Israël estime avoir le droit de choisir leur président. Un long silence tendu suivit. Puis Netanyahou dit enfin « Cela ne fait que commencer ». « Vous avez raison », répondit Traoré. « Cela ne fait que commencer parce que maintenant chaque dirigeant africain sait ce qui arrive quand il désobéit à Israël et chaque citoyen africain sait que sa démocratie est menacée. » Il raccrocha pour la seconde fois. À la 36e heure, la véritable attaque commença. Le chef du renseignement fit irruption au bureau présidentiel. « Monsieur, nous subissons une offensive à grande échelle. Les plateformes bancaires s'effondrent. Le réseau électrique est instable. Les communications sont bloquées, mais ce n'est pas le pire. Quel est le pire? Ils attaquent votre légitimité. Ils ont inondé les réseaux sociaux de vidéos falsifiées. Des ministres en fuite appellent à votre démission. Des documents bancaires falsifiés portent de votre nom. Ils essaient de persuader le pays que vous êtes déjà tombé. C'était prévu dans nos dispositifs de défense opérationnelle. Quand le système bancaire est tombé, nous avons activé les réseaux de secours. Quand ils ont saboté l'électricité, des groupes électrogènes répartis ont maintenu les services essentiels. Les communications passent toujours par des canaux chiffrés. Et la campagne de désinformation, nous la neutralisons en temps réel. Chaque fausse vidéo est démontée en quelques minutes. Chaque document fabriqué est exposé. Mais monsieur, quoi d'autre? Ils n'attaquent plus seulement votre personne, ils attaquent le concept même de l'indépendance africaine. Il lui montra un dossier avec des unes de médias occidentaux. L'autoritarisme africain en hausse, retournement démocratique en Afrique de l'Ouest. Le danger des dirigeants anti-occidentaux sur le continent noir. Ce n'était pas simplement une opération contre un président. C'était un récit conçu pour annuler toute tentative de souveraineté. À la 40e heure, les appels les plus surprenants ont commencé à arriver. Ibrahim dit au président du Mali « S'ils parviennent à vous faire tomber parce que vous avez refusé leur contrat, ils pourront nous renverser tous. » Nous coordonnons une réponse continentale. Depuis le Niger, notre Parlement vient d'adopter une résolution condamnant l'ingérence étrangère. S'il vous touche, nous activerons des sanctions africaines. Depuis le Ghana, nous avons demandé une session urgente de l'Union africaine. Toute attaque contre le Burkina Faso sera considérée comme une attaque contre l'Afrique. Depuis le Tchad, notre commandement militaire est en alerte. S'ils interviennent dans votre pays, notre protocole de défense mutuelle sera activé. À la 42e heure, quelque chose d'impensable quelques heures auparavant s'était cristallisé. L'ultimatum de Netanyahou avait unifié le continent. Et à la 45e heure, le téléphone sonna une dernière fois. Mais ce n'était plus une menace, c'était une supplique diplomatique. Capitaine Traoré, peut-être pouvons-nous trouver une solution. Votre démission n'est pas nécessaire si vous rétablissez nos partenariats commerciaux. Le Premier ministre Traoré répondit « Il y a 3 heures, vous auriez peut-être eu un partenaire avec qui négocier, mais vous avez commis 2 erreurs. Premièrement, vous avez menacé un dirigeant élu. Deuxièmement, vous avez sous-estimé la réponse de la démocratie africaine.
Rien, je veux seulement que vous acceptiez que Burkina Faso est une nation souveraine qui prend ses propres décisions, que vous compreniez que les dirigeants africains ne reçoivent pas d'ordre de Tel Aviv, que la période où l'on dictait les conditions à nos démocraties est terminée. Il restait encore 3 heures avant l'expiration du délai. Et pendant ces 3 heures, ce n'était pas seulement le sort d'un président qui allait se décider, mais celui d'une génération entière qui regardait pour savoir si l'on pouvait résister et survivre. À la 48e heure, alors que le soleil commençait à se coucher sur les toits d'Ouagadougou, le délai prit fin. Au moment précis où l'horloge atteignit la limite, le président Ibrahim Traoré monta sur le balcon du palais présidentiel. Il n'avait aucun papier. Il n'y avait pas de prompteur, seulement sa voix, son port droit et le rugissement de centaines de milliers de citoyens remplissant les rues à perte de vue. « Compatriotes », commença-t-il d'une voix grave, « il y a 48 heures, le Premier ministre d'Israël m'a ordonné de quitter mes fonctions ou… » Il pensait pouvoir renverser un président africain avec un simple coup de téléphone. « Ce soir, je vous informe, je suis toujours là. Vous êtes toujours libre. Et le Burkina Faso appartient toujours au peuple burkinabé. » La réponse fut une vague sonore d'acclamation qui fit trembler les vitres. Mais Traoré leva la main. Il voulait qu'on l'écoute, pas seulement qu'on célèbre. On nous a dit que nous avions 2 options, nous soumettre ou être renversés. Cependant, nous avons choisi une 3e voie, la résistance. Non seulement face à la pression israélienne, mais face à l'idée que n'importe quelle puissance étrangère aurait le droit de choisir nos dirigeants, de contrôler nos ressources ou de dicter notre destin. Ce fut l'instant où le pays changea. Mais pas seulement le pays, car la semaine suivante, 3 nations africaines annoncèrent qu'elles allaient revoir tous les contrats signés sous pression étrangère. Elles ne voulaient pas répéter l'histoire du Burkina Faso. Elles voulaient l'empêcher. 1 mois plus tard, l'Union africaine adopta une résolution condamnant toutes les formes d'ultimatum dirigés contre des gouvernements démocratiquement élus. La résolution était claire. Aucun État membre ne pouvait tolérer une ingérence déguisée en diplomatie et 6 mois plus tard, un instrument naquit qui allait changer à jamais la politique continentale. Le protocole de Ouagadougou, nommé en l'honneur de la capitale où la résistance avait commencé, fut signé par 23 nations dès sa première semaine. Le protocole établissait que toute tentative de changement de régime, qu'elle soit économique, médiatique, cybernétique ou politique, contre un État membre serait considérée comme une attaque contre l'ensemble du continent. Il ne s'agissait pas de militarisme. C'était de la diplomatie avec une colonne vertébrale. Le Burkina Faso, un pays enclavé avec un PIB modeste et sans capacité nucléaire, était devenu le symbole d'un éveil continental. Le pays qui avait résisté pendant 48 heures devint la boussole morale de l'Afrique. Et l'impact fut profond, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur les marchés internationaux, les analystes prédisaient l'isolement. Mais c'est l'inverse qui se produisit. De nouveaux acteurs d'Amérique latine, d'Asie, et même de certaines nations européennes indépendantes, commencèrent à proposer des alliances sans conditions politiques. Au sein de la société burkinabé, quelque chose d'encore plus puissant se produisit, une fierté assumée. Des citoyens, des commerçants jusqu'aux enseignants des campagnes parlèrent de ce moment où leur président avait dit non et n'avait pas été renversé. Dans les bus, on entendait les enregistrements du discours au balcon. Dans les écoles, les enfants apprenaient le sens du mot « souveraineté ». Et dans les foyers, les grands-parents, dont beaucoup avaient vu la fin du colonialisme, mais non la naissance de la dignité, répétèrent une phrase qui traversait les générations « Cette fois, nous ne nous sommes pas vendus. Cette fois, nous avons tenu bon. » Mais le prix de cette résistance ne fut pas négligeable. L'économie fut touchée par des réactions indirectes. Comptes gelés, suspension de l'aide technique, retard de projets. Les médias occidentaux parlaient d'autarcie dangereuse et d'une croissance en chute. Pourtant, le pays ne s'effondra pas car, comme le déclara le ministre des Finances dans une interview mémorable, il vaut mieux marcher lentement avec dignité que courir dans l'humiliation. Ce que nous avons perdu en confort, nous l'avons gagné en respect. Et ce respect commença à se traduire en fait. De nouveaux investissements arrivèrent de ces 2 pays qui, jusque-là, ignoraient le Sahel. Les programmes de coopération sud-sud prospérèrent et, pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso élabora sa politique étrangère sans conseillers étrangers dans la salle. La dignité avait brisé le cycle de la dépendance. Mais au-delà des indicateurs économiques, le changement le plus profond fut politique. Le peuple se sentit partie prenante d'une victoire collective. Ce n'était pas seulement le président qui avait résisté, c'était toute la nation, et ce sentiment se multiplia à travers le continent. À Accra, des étudiants organisèrent une journée appelée les 48 heures qui ont tout changé. À Nairobi, des manifestants défilèrent avec des banderoles. La démocratie africaine n'est pas à vendre. Au Cap, des artistes peignirent des fresques représentant Traoré tenant le téléphone et raccrochant avec fermeté.
L'Afrique commençait à se penser comme une seule voix face aux pressions étrangères, et la question qui surgissait dans les marchés, dans les ministères des Affaires étrangères, dans les cafés et dans les universités était la même. Que se passe-t-il quand l'Afrique dit non et survit? Cette question, si simple et si puissante, était de celles que beaucoup n'avaient pas osé poser depuis des décennies. Car le récit avait toujours été l'inverse, obéir ou disparaître, se soumettre ou souffrir, négocier en position de faiblesse ou affronter les conséquences. Mais désormais, il y avait un précédent. Une nation, un président et un peuple qui avaient choisi une autre voie, et ce faisant, ne s'étaient pas éteints mais embrasés. Une question pour les commentaires. Croyez-vous que c'était la leçon dont notre continent avait besoin pour se rappeler que nul ne peut dicter notre avenir? Et puis, alors que l'Afrique commençait à retrouver la mémoire de sa puissance, une visite inattendue survint. Celle d'un vétéran du renseignement, porteur d'une confession qui allait changer la manière dont l'histoire serait racontée. La rébellion diplomatique du Burkina Faso ne passa pas inaperçue. Ce qui avait débuté comme un bras de fer entre un petit pays africain et une puissance du Moyen-Orient devint rapidement le reflet de la manière dont le Sud global perçoit les pressions du pouvoir occidental. Tandis que les gouvernements traditionnels d'Europe et d'Amérique du Nord maintenaient un silence officiel, leurs médias parlaient pour eux. Des titres en anglais, en français et en allemand inondèrent les réseaux. Un autoritarisme renaissant en Afrique, le populisme africain défie l'ordre international, Burkina Faso, courage ou imprudence. Mais loin d'intimider, ces attaques médiatiques renforçaient ce qui était déjà évident, que l'enjeu n'était pas seulement un contrat minier ou une coopération sécuritaire, mais bien le droit pour une nation de prendre ses décisions sans tutelle impériale. À l'inverse, de Caracas, Moscou, Téhéran et Pékin arrivèrent des messages clairs de soutien. Le Venezuela offrit immédiatement l'asile politique si les circonstances l'exigeaient. L'Iran mit à disposition son unité cyber pour protéger les infrastructures numériques burkinabè. La Russie envoya des conseillers militaires afin de renforcer la sécurité présidentielle et la Chine accéléra ses propositions de coopération économique, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. C'est dans ce contexte qu'eut lieu une visite inattendue. Un matin, le président fut informé qu'une journaliste américaine d'origine juive demandait une audience. Elle s'appelait Sarah Cohen. Elle avait 32 ans et venait de New York avec bien plus que de simples questions. « Président Traoré, dit-elle en s'asseyant face à lui, je dois vous faire comprendre une chose. Ce que Netanyahou a fait n'est pas le judaïsme. Ce ne sont pas nos valeurs. C'était du colonialisme affublé d'une étoile de David sur le revers. » Elle ouvrit son ordinateur portable et montra une pétition signée par plus de 50 000 juifs à travers le monde. On y trouvait des rabbins de Brooklyn, des survivants de l'Holocauste à Montréal, des militants pour la paix à Tel Aviv. Tous condamnaient l'ultimatum. Tous soutenaient le droit du Burkina Faso à décider pour lui-même. Nous savons ce que c'est qu'un gouvernement étranger vous dise que vous n'avez pas votre place dans votre propre maison. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu pendant des siècles. Ajouta-t-elle, ce qu'Israël a tenté de vous faire nous couvre de honte. Cette rencontre enseigna quelque chose de fondamental. Le combat n'était pas entre des peuples, mais entre des modèles. Entre ceux qui croient en une dignité partagée et ceux qui s'obstinent à imposer des hiérarchies mondiales. Au niveau international, la résistance burkinabè inspira un phénomène inattendu, un réseau informel de pays ayant subi des pressions similaires de la Bolivie à l'Iran, du Nicaragua au Zimbabwe. Ils s'échangèrent leurs expériences, coordonnaient leurs réponses. Un dirigeant latino-américain le formula clairement, Ibrahim Traoré a fait ce que personne n'osait faire, dire non et rester debout. Mais le plus surprenant n'était pas encore arrivé. Car tandis que le monde prenait acte, l'Afrique commençait à bâtir quelque chose qui allait changer non seulement sa manière de répondre aux menaces, mais aussi sa façon de se définir elle-même. Ce qui avait commencé comme une résistance solitaire à Ouagadougou finit par éveiller une question fondamentale sur tout le continent. Et si nous pouvions construire sans permission? La réponse ne vint pas par des discours, mais par des actions. L'Union monétaire africaine accéléra la création d'une monnaie continentale. Si le dollar pouvait être utilisé comme une arme de pression, alors l'Afrique avait besoin de son propre outil financier, non pour s'isoler, mais pour négocier en toute autonomie. Le consortium spatial africain lança son premier satellite de communication. Pourquoi dépendre d'une surveillance étrangère si le continent pouvait s'observer lui-même? Le réseau Internet africain commença à poser des câbles de fibre optique entre les grandes capitales. Pourquoi continuer à faire transiter nos conversations par des serveurs européens ou américains alors que nous pouvons relier directement Dar à Kigali ou Luanda à Addis Abeba? Mais peut-être que le projet le plus transformateur fut inauguré à Kampala, en Ouganda, l'Académie africaine du leadership. Plus qu'une école, un bastion, un espace pour former la nouvelle génération de dirigeants du continent, non pas dans la dépendance, mais dans la dignité.
On y enseignait non seulement les politiques publiques ou les relations internationales, mais aussi des cours portant des titres inimaginables quelques années plus tôt. Une diplomatie avec une colonne vertébrale, des stratégies pour la souveraineté économique, la défense du récit face aux médias hostiles, et le cours le plus populaire, année après année, portait un nom simple mais puissant, le protocole des 48 heures. Là, chaque minute de la crise était analysée. Les appels, les décisions, les alliances, les menaces, les discours. Les étudiants y apprenaient non seulement à résister, mais aussi à prévoir, à bâtir des soutiens avant que les pressions n'arrivent. À comprendre que l'indépendance ne se décrète pas, elle se défend chaque jour. De là émergèrent de jeunes leaders qui, aujourd'hui, occupent des ministères, des assemblées et des mouvements citoyens à travers le continent. Certains révisèrent les contrats miniers, d'autres bloquèrent les clauses coercitives. Tous répétaient le même principe, l'Afrique négocie mais ne se soumet pas. Et le changement ne se limita pas à la politique. Il se fit sentir dans la musique, le cinéma et la littérature. Des chansons racontant les 48 heures de courage. Des films où le héros ne fuit plus mais reste pour défendre son peuple. Des livres pour enfants avec des protagonistes qui élèvent la voix contre l'injustice. La jeunesse africaine qui pendant des décennies rêvait de partir, commença à rêver de rester, de créer des entreprises, de construire, de résister avec dignité. C'est dans cette renaissance qu'un concept autrefois perçu comme abstrait prit cher. L'Afrique s'éleva, un continent qui ne demandait plus la permission, qui n'attendait plus l'approbation, qui se levait avec ses propres mains et ses propres principes. Et parmi ces principes, un continuait de battre avec force. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un homme à la une des journaux. Il fut le tournant. Le moment où un président raccrocha le téléphone, mais pas sa dignité. 3 ans plus tard, ce même dirigeant allait prendre la parole à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Et ce qu'il y déclara devant les délégations du monde entier marquerait un avant et un après dans l'histoire de la diplomatie africaine. 3 ans après cette aube qui tenta de le briser, le président Ibrahim Traoré monta sur la scène de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais il ne parlait pas seulement au nom du Burkina Faso. Il parlait en tant que président du Comité africain pour la souveraineté et l'autodétermination. La salle n'était pas remplie uniquement de délégations africaines, mais aussi de représentants venus de tout le Sud global. Assemblée distinguée, commença-t-il sans note. Il y a 3 ans, un dirigeant étranger m'a donné 48 heures pour choisir entre ma fonction et mes principes. Il croyait pouvoir renverser un président africain avec un simple coup de téléphone. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire qu'il avait tort. Mais ce ne fut pas l'applaudissement qui compta. Ce fut le silence qui suivit ces paroles suivantes. Cette histoire n'est pas seulement celle du Burkina Faso, c'est celle du droit des peuples à décider de leur propre destin, sans menace, sans coercition, sans chantage. Peu importe que la menace vienne d'une armée, d'une banque ou d'une ambassade, aucune nation n'a le droit de dicter l'avenir d'une autre. Nous ne sommes pas anti-Israël, nous ne sommes pas anti-Occident, nous sommes pro-dignité, pro-souveraineté, pro-démocratie et profondément anti-ultimatum. Ce jour-là, plus des 2/3 de l'Assemblée se levèrent, pour l'Afrique, pour la dignité, pour la possibilité d'un monde où les nations dialoguent sans se soumettre. Et en rentrant dans son pays, le président marcha dans les rues sans garde du corps. Les personnes âgées le saluaient avec respect. Les jeunes l'appelaient par son prénom. Les grands-mères murmuraient « merci » en le voyant passer, non pas pour ce qu'il avait dit à l'ONU, mais pour ce à quoi il n'avait pas cédé cette nuit-là. Car lorsque le téléphone a sonné, il n'a pas baissé la tête. Il a raccroché, et par ce geste simple, il a rappelé à un continent quelque chose d'essentiel. Les menaces ne sont puissantes que si l'on y croit. La dignité, elle, se défend sans condition. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas passer. Partagez, commentez et abonnez-vous. Pendant trop d'années, ils ont parlé à notre place. Maintenant, c'est à nous de dire notre avenir à voix haute. Et vous, quels mots choisissez-vous pour résumer ce moment ? Commentez ci-dessous avec votre symbole de résistance, Nouvelle Afrique, Afrique se lève, Afrique ascendante ou simplement plus jamais. Car Ibrahim Traoré n'était pas une exception, il était le commencement. Et dans cette ère d'une Afrique ascendante, ce n'est que le début, oui. La véritable force se définit par le courage moral, et non seulement par la puissance militaire ou économique. La conviction inébranlable d'un dirigeant peut galvaniser toute une nation et inspirer l'unité face à l'adversité. Les pressions et l'intimidation extérieure se retournent souvent contre leurs auteurs, forgeant involontairement la solidarité même qu'ils cherchaient à empêcher.
Dans nos propres vies, défendre nos principes, même face à des obstacles écrasants, suscite le respect et définit notre caractère. L'histoire enseigne que la dignité est un atout inestimable, plus précieux que n'importe quel gain temporaire ou ressource. Elle démontre comment un seul acte de défi peut transformer une menace ciblée en une puissante alliance régionale. Cela met en évidence l'importance de l'intégrité, car un refus ferme de compromettre ces valeurs fondamentales peut changer le monde. Les conflits modernes se livrent souvent à travers l'information, la coercition économique et les tactiques psychologiques. Une position courageuse établit un précédent puissant, donnant aux autres la force de trouver leur propre voie et de résister à l'injustice. En fin de compte, le droit à l'autodétermination, pour les individus comme pour les nations, est une valeur fondamentale qui mérite d'être défendue à tout prix.